Xavier de Longueville, bonjour. Vous êtes psychiatre aux cliniques universitaires Saint-Luc et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Prenez soin de vous. Alors c'est le guide de survie mentale à l'ère post-Covid. C'était important en sortant de cette pandémie, enfin on espère en sortir, de faire un peu le point sur ce qu'on avait vécu aussi d'un point de vue stress. Et oui, cette épidémie est venue bousculer un peu notre façon de fonctionner habituelle et donc a amené des nouvelles questions sur cette façon de fonctionner et sur comment dire, le fait que ce soit soutenable psychologiquement, psychiquement par les personnes. Et donc, c'était ça un peu l'idée au départ quand Vincent Niévin est venu me trouver, c'était de réfléchir au départ de cette pandémie sur ce que ça a pu amener comme réflexion sur notre façon de fonctionner au quotidien. Alors c'est vrai que on est dans un monde qui est de plus en plus stressant. On dit que la fatigue chronique, le stress, le burn-out, ce sont les maux du siècle. Comment vous expliquez on en est arrivé là en fait? Ah. Les choses sont compliquées. Il y a différents phénomènes. Il y a sans doute ce que j'explique dans le livre, de la suradaptation, de cette façon donc on a de chercher toujours à correspondre aux attentes des autres, à s'oublier un petit peu, à oublier un petit peu ses propres aspirations. Il y a certainement la question du sens que ce Covid est aussi venu interroger. Est-ce qu'il faut être solidaire avec les plus vieux? Est-ce qu'il faut penser d'abord à soi? Enfin, et donc, quelles sont nos valeurs? Quel est le sens de notre vie? Donc, tout ça est mis à mal aujourd'hui. On n'a plus un sens qui nous est pré-mâché, donné, déjà prêt à être utilisé. On doit créer un petit peu ça tout seul. Il y a une façon une hypermodernité, une hyperconnectivité qui correspond pas non plus aux capacités de notre cerveau a priori, qui est pas fait pour être dérangé toutes les 30 secondes par un message. Dans le livre, je donne l'exemple que les jeunes ne savent plus passer 30 secondes sur quelque chose sans être dérangé par un message. C'est inouï dans l'histoire de l'humanité qu'on ne puisse plus se concentrer très longuement comme ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'effectivement le monde dans lequel on est aujourd'hui est particulièrement enclin à nous faire subir du stress. Alors et effectivement, vous parlez beaucoup de cette suradaptation. On veut toujours bien faire, où on nous encourage, où les messages, c'est toujours ça, c'est il faut se battre, faut bouger, faut avancer. On y arrive par la volonté ou par le travail. Du coup, est-ce qu'il y aurait des profils types et des candidats un peu plus, qui auraient des facilités à tomber vers des burn-out ou des dépressions? Mais on se rend compte que dans la clinique, dans la consultation, il y a effectivement des personnes qui sont plus enclines à tomber dans le burn-out et la dépression, qui sont des perfectionnistes, qui sont des gens qui sont particulièrement sensibles à la vie d'autrui, qui manquent souvent d'estime d'eux-mêmes. Alors c'est un cercle vicieux. Quand on manque d'estime, on va la chercher ailleurs. Et puis si on ne la trouve pas, on en manque encore plus et puis on s'enfonce là-dedans. Donc c'est une cause et une conséquence, l'estime de soi. Maintenant, je suis un petit peu toujours mal à l'aise avec ça parce que ça remettre un peu de la pression sur les gens, alors que ce sont finalement ceux qui correspondent le mieux aux standards de la société, en fait, qui sont travailleurs, qui sont perfectionnistes, qui veulent tout bien faire, qui sont altruistes, qui tiennent compte d'autrui plus que d'eux-mêmes. Et donc, finalement, ce sont ceux qui écoutent le plus ce qu'on leur dit, qui sont le plus enclins à tomber malades. C'est compliqué cet équilibre parce que souvent, en tout cas chez nous, l'ego, c'est pas toujours quelque chose de bien vu, même dans certaines d'ailleurs cultures orientales non plus. On essaye d'éliminer les passions, les émotions, l'ego, alors que là, finalement, vous dites un petit peu l'inverse, qu'il faudrait écouter un peu plus ses émotions, retrouver ses valeurs et se respecter aussi. Et c'est ça l'estime de soi. Tout à fait, hein, donc j'en parle effectivement dans le livre que l'ego a mauvaise presse, les émotions ont mauvaise presse. On devrait tous être des êtres raisonnables, parfaitement insensibles aux émotions, parfaitement altruistes, mais c'est évidemment un leurre. Hein, les émotions donc sont
prennent 90% de la place dans notre prise de décision, on a d'abord peur, on est d'abord intéressé, on a d'abord de la joie ou de la colère avant de pouvoir commencer à réfléchir. La question de nouveau, c'est pas d'être égoïste et d'écraser les autres. La question, c'est d'arriver à se comprendre soi-même pour prendre sa place parmi les autres et pour prendre une place parmi les autres qui est sereine, équilibrée, dans des rapports symétriques entre les gens et pas dans des rapports toujours de domination, etc. Donc c'est pas un ego. Les personnes dont on dit qu'elles ont un ego surdimensionné, en général, c'est celles qui écrasent les autres. Donc ici, c'est pas cette question-là, c'est celle de pouvoir avoir des relations où on est dans la confiance réciproque et dans la symétrie de relations. Vous parlez justement d'égalité. À l'école, on nous apprend l'inverse. C'est une forme, la notation, c'est une forme de compétition. Est-ce que finalement, l'école, ce n'est pas un peu le berceau de tous les maux qui vont découler de notre vie d'adulte ? Et oui, l'école est à l'image de la société. Évidemment, on ne sait pas avoir une école qui est en dehors du fonctionnement social. Enfin, et ça marche dans les deux sens. Sans doute que si on changeait l'école, on changerait la société aussi. Donc, c'est effectivement à l'école qu'on apprend la compétition, apprendre à répondre aux exigences de ses profs. Hein, au début de l'année, les profs disent pour moi, pour réussir, vous devrez faire ça, ça et ça et ça. Et donc, on ne leur dit pas aux élèves, pour être heureux dans la vie, vous devrez savoir comprendre vos émotions. On leur dit, pour réussir mon cours, vous devrez être comme ça. Donc, on est effectivement dans un phénomène d'adaptation. Le Covid, ça a créé évidemment beaucoup de stress chez beaucoup de personnes. Alors, vous le dites, il y a aussi des stratégies d'adaptation au stress et comment on peut le mettre à distance ou alors essayer d'avoir une attitude où on peut agir sur la cause de ce stress. Le monde d'après dont on a parlé, est-ce que ça fait partie de ces stratégies pour essayer d'avancer et de combattre la peur et le stress qu'a pu engendrer la pandémie ? Et moi, je prêche évidemment pour ma chapelle, mais comme je le dis dans le livre, je pense que il faudrait des cours d'empathie à l'école. Il faudrait, pour relier un peu vos deux questions, il faudrait des cours d'empathie. Il faudrait apprendre à mieux comprendre les émotions qu'on ressent, les émotions que les autres ressentent, en comprenant. Hein, comme vous le dites, comment on gère son stress, comment on peut le gérer en étant centré sur le problème ou en étant centré juste sur la gestion de ses propres émotions. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qui est adapté à chaque personne? Voilà, ce serait certainement des bonnes manières à l'avenir de plus travailler sur le bien-être des gens et pas uniquement les préparer à devenir des citoyens productifs qui doivent être par ailleurs, mais si c'est avec un peu de bien-être, c'est pas plus mal, hein. Xavier de Longueville, je rappelle que vous êtes psychiatre aux cliniques universitaires Saint-Luc et l'auteur de Prenez soin de vous. Eh bien, merci pour cet entretien.